Alors, la Révolution verte, c'est le nom qu'on a donné à cet extraordinaire changement de la production agricole dans le monde entre les années 1960 et 1970. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pendant ces années-là. Je ne sais pas si vous avez conscience que nous sommes passés de 3 milliards d'habitants en 1960 à 6 milliards en l'année 2000. Ce qui veut dire que dans l'histoire de l'humanité, on avait mis tout le temps de l'histoire de l'humanité pour arriver à 3 milliards et qu'en 40 ans, on a doublé la population mondiale. Alors évidemment, une question évidente était et tout de suite, comment est-ce qu'on nourrit cette population mondiale? Et pendant que la population mondiale a doublé, la production agricole a été multipliée par 2,4. Et c'est ça qu'on appelle la révolution verte. Alors donc cette révolution verte, elle a été faite surtout avec des progrès génétiques, la mécanisation, l'utilisation d'engrais, qui a été rendue possible par l'utilisation de pétrole, et elle a permis que désormais on ait à peu près 3000 kilocalories par personne et par jour disponibles en moyenne à la surface de la planète. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, donc pendant ce formidable changement de la production agricole? En fait, une différenciation encore plus grande entre les régions du monde. C'est-à-dire que certaines régions du monde ont bougé, ont accéléré leur production très efficacement, et d'autres régions du monde ont évolué beaucoup plus lentement, et enfin certaines régions du monde qui ont connu des événements politiques ont malheureusement d'abord augmenté puis diminué leur production, et je parle de l'ancienne URSS. Alors, si vous regardez la situation d'aujourd'hui, en théorie, donc, on a de quoi nourrir l'ensemble des habitants de la planète, les 3000 kilocalories par personne et par jour qui sont nécessaires vu les déchets habituels, les pelures, enfin ce qu'on ne peut pas manger, les os, les choses comme ça. Mais pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on a surabusé du pétrole comme intrant transformé, par exemple sous forme d'engrais, et on a surabusé de la consommation des ressources naturelles, donc l'eau, le sol vivant, la biodiversité, et puis donc on a dégagé du gaz carbonique et des gaz à effet de serre. Et donc on arrive aujourd'hui à un moment où nous sommes un peu plus de 7 milliards d'habitants, il y a une vraie incertitude sur les chiffres, mais c'est à peu près 7 milliards d'habitants, avec des perspectives d'une population qui continue à augmenter, et la nécessité d'inventer des modèles de production, puisqu'ils resteront divers, des modèles de production qui non seulement continuent à fournir la production agricole, donc alimentaire nécessaire, mais également respectent, gèrent, renouvellent les ressources naturelles. Donc c'est ce qu'on appelle le projet agroécologique en France. C'est ce qu'on appelle Sustainable Intensification au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'agriculture doublement performante, c'est-à-dire performante vis-à-vis de la production, de la productivité facteur, mais aussi performance vis-à-vis des ressources naturelles. Et c'est bien le projet de tous les chercheurs et de tous les opérateurs en ce moment dans le monde. Cette agriculture doublement performante, ou cette agriculture, ce qu'on appelle écologiquement conçue, intensivement écologique, c'est le mot international, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport aux modèles d'agriculture qui ont été répandus pendant le XXe siècle? Elle veut utiliser la production des cycles écologiques. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Le sol. Le sol, 1 gramme de sol contient à peu près 1 milliard de bactéries, de micro-organismes, d'êtres vivants. Un sol, ça ne fonctionne que si c'est vivant. C'est-à-dire pour qu'il y ait une production agricole, il faut qu'on arrive à rendre les ressources du sol disponibles pour les plantes, et c'est cet ensemble d'organismes vivants qui permet cette transformation. Un sol, quand par exemple il a été stérilisé à cause de la salinité, dans des zones du monde vous voyez malheureusement ce phénomène augmenter, à ce moment-là il n'est plus vivant et il ne permet plus ce processus de mise à disposition des éléments nutritifs, et donc le sol devient ce qu'on appelle stérile. Donc entretenir cette vie dans le sol, recycler la matière organique, encourager ce qui fera qu'un sol est vivant, c'est quelque chose à utiliser dans les fonctions de production d'un sol. Donc comment gérer mieux la matière organique pour que le sol soit vivant et donc très favorable à la production. Un deuxième exemple, on a utilisé beaucoup de produits phytosanitaires dans certaines agricultures du monde au cours du XXe siècle
pour lutter contre certains parasites, ces produits resteront nécessaires, mais on voit bien qu'on peut baisser la pression des parasites, par exemple en ayant de l'hétérogénéité dans un champ. Les parasites en général sont spécialisés sur une culture, donc diversifier les cultures dans un paysage, faire en sorte que ce ne soit pas facile pour un parasite de se développer parce qu'il a toujours les éléments qui lui sont favorables. Donc diversifier dans un paysage, mettre plusieurs variétés dans un même champ, mettre des successions de cultures dans le temps. Vous voyez, tout ce qui permet de changer le milieu nutritif, de changer l'écologie, l'agroécologie du milieu, permet de baisser la pression des parasites. De la même manière, entretenir les parasites de parasites. Dans la nature, vous avez des ennemis, les insectes entre eux, vous avez des parasites. Et si vous entretenez ces parasites de parasites, vous baissez la pression parasitaire. Donc comment utiliser tous ces cycles, comment utiliser les pollinisateurs, comment utiliser tous ces cycles écologiques en auxiliaire de la fonction de production agricole. Et donc, il y a tout un tas de techniques, et pas du tout des techniques de grand-papa, des techniques à retrouver, mais des techniques à développer qui permettent à la fois d'avoir une bonne production, une production en qualité et en quantité, et de diminuer la consommation de ressources naturelles ou de diminuer la consommation d'énergie fossile pour cette production. Et bien, ce sont toutes ces techniques qui au fond sont remises ou mises à l'ordre du jour quand on parle de ce projet agroécologique. Je vous donne quelques exemples. De fait, aujourd'hui, on a une simplification des cultures en France, une homogénéisation des paysages agricoles. Les rotations sont de plus en plus simplifiées, donc les assolements sont moins pratiqués. Et bien tout ça, tout ce qui est simplification, est une évolution qui n'utilise pas les fonctions agronomiques et les fonctions écologiques à plein. Donc, il faut proposer aux agriculteurs de réenrichir leurs pratiques agricoles. Beaucoup ont commencé à le faire. Je veux dire, en France, on a plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs qui déjà ont mis en pratique ces pratiques doublement performantes, ces pratiques compatibles avec le projet agroécologique. Alors, elles sont extrêmement diverses, ces pratiques. On peut parler d'agriculture biologique, mais on peut aussi parler de protection intégrée des plantes, on peut aussi parler d'agroforesterie, on peut aussi parler d'agriculture de conservation qui simplifie les labours, qui diminue les labours et qui couvre le sol. On peut aussi parler d'agriculture de précision avec des capteurs qui permettront de faire plus efficace. Donc ce projet agroécologique, il concerne une diversité d'agriculture, puisqu'on peut avoir ce double objectif d'agriculture qui produit et d'agriculture qui respecte les ressources naturelles, aussi bien en faisant de l'agriculture biologique qu'en faisant de l'agriculture de conservation, qui simplifie les labours et qui a des sols couverts, en faisant de l'agroforesterie, en faisant de l'agriculture écologiquement intensive ou en faisant de l'agriculture de précision. Et donc vous voyez bien que ce sont des types d'agriculture qui mobiliseront des connaissances différentes, qui nécessiteront la plupart du temps plus de technicité, plus de visites dans les champs, des capteurs parfois pour mieux comprendre quelle est par exemple la concentration en azote dans les sols pour faire en sorte qu'il soit le plus favorable possible. Donc ce sont des types de cultures des types de pratiques extrêmement différentes, mais qui demanderont finalement d'innover par rapport aux pratiques les plus classiques actuellement. Donc ces agricultures doublement performantes, ces agricultures qui à la fois permettent une production en volume et en qualité, mais également le respect des ressources naturelles, elles vont faire appel à beaucoup d'innovations, à finalement de nouvelles pratiques de la part des agriculteurs. Donc ça suppose tout un mouvement, c'est-à-dire que les lycées agricoles apprennent ces pratiques agroécologiques à leurs élèves. Ça suppose que les conseillers agricoles sachent faire des diagnostics des exploitations en ce sens-là. Ça suppose aussi que les dispositifs incitatifs de la politique agricole commune soient des encouragements financiers pendant la période de transition, parce qu'au fond, le point d'aboutissement est autosuffisant, il est autoporteur, mais quand on change ses pratiques, quand on abandonne quelque chose qu'on connaît bien pour innover, on prend un risque technique, comme un risque financier. Et au fond, les mesures agro-environnementales de la politique agricole commune peuvent servir à accompagner ces transitions des agriculteurs. D'où aussi les groupements d'intérêt écologique et économique de la loi d'avenir que le gouvernement a proposé,
Parce qu'en groupe, c'est plus facile d'innover en groupe. Quand on s'éloigne de ses pratiques habituelles, hein, qu'on va tenter des choses, mais en discuter à plusieurs, c'est toujours plus facile. Donc l'expérience prouve que c'est intéressant d'encourager ces regroupements d'agriculteurs qui veulent changer pendant ces périodes de transition. Donc c'est tout un projet en France, en Europe et dans le monde, hein, puisqu'on constate des mouvements dans ce sens-là dans toutes les parties du monde. Hein, on peut parler du Brésil, on peut parler même de la Chine, hein, où il y a des tentatives dans ce sens-là pour des raisons de restauration des sols ou autres, mais dans toutes les parties du monde, on cherche à innover vers ces agricultures qui sont intensivement écologiques, Sustainable Intensification, parce que c'est l'agriculture du XXIe siècle, comment nourrir la planète tout en respectant les ressources naturelles. Donc, pensez à la qualité de l'eau, pensez à l'optimisation de l'usage de l'eau, pensez à utiliser la biodiversité mais aussi à la maintenir, pensez à l'état des sols, à la vie dans les sols, pensez au changement climatique bien sûr, c'est-à-dire à des systèmes plus résilients vis-à-vis des extrêmes climatiques et qui en même temps dégagent moins de gaz à effet de serre. C'est bien tout ça le nouveau cahier des charges de ces agricultures doublement performantes. Alors quand on a examiné les mutations en cours, hein, les perspectives de ces agricultures, de ces diverses agricultures qui dans le monde permettront de produire ce qui est nécessaire pour nourrir l'humanité, donc de produire plus qu'aujourd'hui, dans des conditions agroécologiques adaptées aux territoires sur lesquels elles sont implantées, et qui permettront donc de construire des systèmes alimentaires durables. C'est bien dans le sens de comment permettre à chacun des continents d'avoir une certaine autosuffisance. Certains continents resteront nettement importateurs et d'autres nettement exportateurs, mais comment avoir suffisamment de production agricole, d'abord pour avoir des territoires ruraux vivants, pour permettre le développement rural, et ensuite pour avoir une certaine sécurité alimentaire partout où on habite dans le monde.